Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo consacrée aux sorties d'octobre 2020. Première vidéo tournée dans le règne du couvre-feu. C'est pour ça qu'on est prêt à partir à n'importe quel moment car 21h ça arrive vite, vous le savez. Ce mois-ci on n'a que deux petites sorties, mais quelles sorties vous me direz, puisque c'est d'abord Invisible Kingdom de J. Willow Wilson et Christian Ward et ensuite le très attendu Power Rangers et Tortue Ninja dont je vais vous parler tout de suite. Le 14 octobre, c'est-à-dire hier au moment où on tourne cette vidéo, vous avez eu la chance de découvrir normalement chez votre libraire indépendant, j'espère, ce petit bijou qui est Invisible Kingdom, titre indé qui nous vient tout droit de chez Dark Horse et la Berger Books Collection, la collection de titres gérés par Karen Berger, éditrice légendaire, je vous l'ai déjà dit plein de fois, qui a ramené Neil Gaiman, Alan Moore, Grant Morrison, Warren Ellis et d'autres, Peter Milligan aussi chez Vertigo et qui a formé le très très grand Vertigo et tous les chefs-d'œuvre des années 80-90, qui donc a repris du service chez Dark Horse pour livrer plusieurs bouquins, dont celui-ci. Alors les différents bouquins sont dispatchés entre les différents éditeurs en France, mais nous on s'est arrêté sur Invisible Kingdom, et je crois qu'on a bien fait puisque Invisible Kingdom est couronné de 2 Eisner Awards, Eisner Award 2020 de la nouvelle meilleure série, c'est quand même pas rien, et Eisner Award du meilleur artiste numérique pour Christian Ward, qui avait auparavant officié sur Infinite Vacation, mais qui est inédit en français, Black Bolt, qui fait plein de couvertures, qui a fait une super couverture de 10 Savage Shores pour ceux qui savent, et qui est donc dessinateur au sein de Invisible Kingdom. Histoire de science-fiction qui va voir se croiser les destins de Lux et Vess. Vess qui est une religieuse qui est en plein apprentissage et en pleine voie, en plein sur la voie de la renonciation, c'est comme ça qu'on appelle ça dans leur spiritualité, dans l'univers d'Invisible Kingdom. Et du coup Lux qui elle est une espèce de contrebandière un peu, on peut dire ça comme ça, donc vraiment à des kilomètres, à des milliards d'années-lumière même j'oserais dire, de la vie de Vess. Les deux vont découvrir un secret et leurs destins vont se croiser et ça va remettre en cause à peu près tous les fondements de la galaxie, à la fois d'un point de vue spirituel et d'un point de vue matériel. C'est une histoire qui nous parle des deux choses, du coup, des rapports à la fois à l'esprit et des rapports au corps et au vivant et au capitalisme et à toutes ces choses formidables, surtout le capitalisme. Et ça va évidemment exploser. Dans ce premier tome, on est vraiment sur l'installation des enjeux. Vous verrez, il y a vraiment surtout le premier chapitre qui est incroyablement beau, que vous avez pu découvrir au Free Comic Book Day gratuitement il y a quelques mois, puisque c'était début juillet. Mais il y a vraiment des pages qui arrachent la rétine. Jean-Victor vous mettra ça en gros plan comme d'habitude, mais voilà, Invisible Kingdom c'est un titre très beau comme vous pouvez l'imaginer avec son titre, et derrière ça c'est un titre très intelligent écrit par J. Willow Wilson, créatrice de Kamala Khan et Miss Marvel chez Marvel, une des très rares, si ce n'est la seule, mais je voudrais pas dire de bêtises, non elle n'est pas seule d'ailleurs, je le sais, scénariste musulmane aux États-Unis, donc c'est pas rien, et c'est en ça que la spiritualité est quand même par beaucoup d'égards quelque chose qui la concerne directement et en même temps un peu une analogie aussi des dogmes religieux. Donc c'est très intéressant d'ailleurs, elle-même en étant croyante, pratiquante, la façon qu'elle va avoir de traiter ça dans l'histoire, c'est ce qui m'avait vraiment attiré moi au départ vers Invisible Kingdom. Et puis ensuite avec du coup Lux, qui est donc notre pilote de fret, on va vraiment partir sur de tout autres enjeux, et la façon dont elle va avoir de les croiser va être assez géniale. C'est un titre évidemment hautement féministe, forcément politique, éminemment politique par les thèmes qu'il convoque, et voilà, c'est... Que vous dire de plus, c'est écrit dessus, hein. On a mis un joli bandeau très très bien calé, vous avez vu, rouge là comme ça, il reprend le logo et tout, enfin voilà, tout va bien. C'est l'Eisner Award de la nouvelle meilleure série 2020. Comment vous convaincre mieux que ça? En début d'année, on a eu Bitterroot qui n'a pas fait les ventes escomptées malheureusement, et on s'est rattrapé sur 10 Savage Shores qui, je vous l'ai déjà dit, aurait dû selon moi gagner l'Eisner Award de la meilleure série limitée mais qui n'était même pas nommé. C'est Little Bird qui a gagné, Little Bird c'est quand même une super série. D'ailleurs elle est lettrée par le même lettreur qui s'appelle Aditya Bidikar que Little Bird du coup. Et donc Bitterroot qui a gagné cette année l'Eisner Award de la nouvelle série, la meilleure série régulière, donc qui fête son tome 2, qui sort là tout juste aux US parce qu'il sort la semaine prochaine si je vous dis pas de bêtises. J'espère qu'on n'aura pas le même destin sur Invisible Kingdom, qu'on fera des ventes à la hauteur du titre et de ses différents prix, etc. Le fait est que, comme je l'avais déjà mentionné je crois le mois dernier, dès qu'on a une histoire avec des héroïnes féminines, bizarrement elles vont vachement moins bien que les histoires avec des mecs. Donc j'espère que c'est juste moi qui suis parano, j'espère que vous donnerez sa chance à Invisible Kingdom. C'est 17,90 €, je sais, c'est pas rien. En revanche, c'est un titre indé qui représente vraiment ce qu'on peut faire en indé aux US dès qu'on sort des canons des très très gros
gros auteurs qui font des séries un peu évidentes, voire tellement évidentes qu'elles sont soit des scripts pour Hollywood et ou Netflix, c'est un peu la même chose aujourd'hui, ou des grosses licences en devenir, quoi, même s'il y a des trucs très bien, hein. J'adore Rick Remender, j'adore Scott Snyder, j'adore Jeff Lemire, pas de problème. Mais c'est vrai que là on est vraiment plus du côté de l'indé, du côté de l'inadaptable aussi, parce que adapter ça en série télé, soit c'est super cheap, soit c'est des millions et des millions d'euros. Et je trouve que les auteurs ont vraiment le chic de ne pas traiter le comic book comme un espèce de storyboard amélioré, et vraiment comme une histoire à part entière. Le tome 2 qui est sorti aux US est excellent aussi. Donc il y aura tome 2 chez nous, hein, quoi qu'il arrive, même si c'est pas un carton, c'est pas le souci. Mais j'espère vraiment que vous lui laisserez sa chance. C'est un bouquin qui incarne un peu toutes les thématiques que j'essaie de développer chez iComics avec les héroïnes fortes, les thèmes politiques et tout, depuis 3 ans maintenant. Et la chance qu'on a, c'est d'avoir cet Eisner, et donc on peut l'écrire partout. Vous avez le petit macaron Eisner Winner. D'habitude, on est Eisner nominé. On est un peu spécialiste des Eisner nominés. Il n'y a que le Kenki, je crois, qui était Eisner Winner. Et donc ça y est, on a enfin 2 séries qui l'ont, ça fait plaisir. Mais ça ne fait pas le succès sur le marché français. Donc je vous fais confiance. Invisible Kingdom, c'est dispo partout. Ça y est, enfin. Ça fait des mois et des mois et des mois que je vous en parle. Et puis il sera accompagné par de très très beaux titres indés l'année prochaine. Donc s'il vous plaît, soutenez les indés, parce qu'en fait, même quand vous soutenez un titre qui a priori n'est pas trop pour vous, vous vous dites ouais, la spiritualité et tout, je m'en fiche, machin. En fait, en soutenant ça, vous soutenez tous les autres titres indés qui peuvent venir derrière. Et rien qu'hier soir encore, j'ai repéré une petite pépite, sûrement plus pour 2022 que pour 2021, mais elle est vraiment dépendante au succès des autres titres indés, parce que vous connaissez la situation sanitaire, vous savez qu'à 21h il faut rentrer chez soi, et même si les libraires s'en tirent quand même relativement bien par rapport à tout ça, les titres indés sont pas les mieux lotis, quoi. Donc je dis ça, c'est un peu abusé après The Savage Shores qui est un petit carton, mais c'est vrai qu'à côté de ça, nos titres indés cette année ont tous un petit peu hoqueté, et j'aimerais qu'Invisible Kingdom puisse sortir du lot. Donc voilà, le message est passé, soutenez Invisible Kingdom, ça fait plaisir. On va passer à toute autre chose puisque je vais vous parler de Power Rangers et Tortue Ninja. Avant toute chose, avant de rentrer vraiment dans le détail de Power Rangers et Tortue Ninja, notamment parce que vous verrez, l'histoire se raconte très vite, mais c'est pas pour autant que c'est quand même un bouquin assez balèze, hein. Vous verrez, ça se lit pas non plus en 10 minutes comme un tome de Naruto. Merci infiniment, mais vraiment infiniment à tous les gens qui ont été présents sur la tournée, donc qu'on a fait du 2 octobre au 7-8 octobre, quelque chose comme ça. On était à Lille, on était ensuite à Metz, donc Lille le vendredi, Metz le samedi, Paris Album Comics, vous étiez hyper nombreux le dimanche, Toulouse le lundi, La Rochelle le mardi, et puis après on a fait un petit détour. Simonet est rentré à Turin après un colis suspect à La Rochelle qui nous a retenu de longues heures à la gare de La Rochelle. Voilà, c'est passionnant. Mais plutôt que de vous raconter nos petits déboires de la SNCF, car ils sont habituels, vraiment merci infiniment, parce que on était la première tournée depuis le confinement, donc il y a des dédicaces d'auteurs et tout, notamment à Metz, c'était une triple dédicace avec Nico du label 119 et puis Stéphane Perger de Luminari, que je salue bien fort par ailleurs. Mais en fait on a prouvé que c'était possible malgré les conditions, malgré le couvre-feu, malgré le fait qu'il faut aérer les librairies 3 fois par jour et ainsi de suite, que c'était possible de faire ça. Tout le monde a été testé après, tout le monde était négatif, donc tout le monde a respecté les gestes barrières et les machins, le gel, les masques et tout. Vous avez été tous super, vraiment, vous avez tous été joué le jeu à fond. Vous avez été hyper nombreux, tous les jours étaient complets. Je pense que ça faisait aussi du bien, parce que même si les librairies s'en sortent bien en ce moment, pour les libraires particulièrement en province, d'avoir un peu d'animation et tout, c'est cool, parce que tout le monde a un peu rouvert il y a quelques mois, la tête enfarinée, à se dire mais quelle sauce on va être mangé et tout. Et le fait de le faire sur un bouquin aussi mainstream entre guillemets, avec un dessinateur qui est vraiment un des jeunes nouveaux grands talents chez Marvel, chez DC et ailleurs, et qui est un mec adorable par-dessus le marché. Ça a vraiment fait du bien à tout le monde. Je vous le dis, nous, ça nous a permis de confirmer que toutes les autres idées qu'on avait pour l'année prochaine, ou même voir vers la fin d'année sur des toutes petites tournées, des trucs assez ponctuels avec notamment des Britanniques, c'était possible. Et ça a même rassuré certains salons, du coup, qui se disent « Ah ouais, mais en fait, du coup, ça va, tant que les gens respectent. » Et moi, j'ai tendance à penser qu'on en fait trop sur le non-respect des gestes barrières, parce qu'en fait, pour avoir là fait un petit tour de France pendant quelques jours, tout le monde a été ultra réglo, personne ne portait pas de masque et tout ça. Enfin, c'était vraiment un bonheur. Simonet lui-même était particulièrement flippé de la situation, notamment parce qu'il vient de Turin, qu'à Turin, vous savez ce qui s'est passé il y a quelques mois, ça a quand même été vachement plus compliqué qu'à peu près partout en France, à part peut-être l'Alsace à un moment donné, mais du côté de Mulhouse et du Haut-Rhin, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, c'était vraiment un très bon moment. Beaucoup de gens sont partis avec des dessins. Alors je suis désolé,
Tout le monde ne pouvait pas repartir avec des dessins parce que les conditions faisaient qu'on était vraiment obligé de limiter à 10 dessins par jour. Donc il y a beaucoup eu de tirages au sort et tout. Mais vous avez tous eu des prints gratos. Je les ai même pas là, je peux même pas vous les montrer, mais on les mettra à l'image du coup. Merci Jean-Victor. Vous avez une illustration inédite du coup qui était jamais sortie du Ranger vert avec les armes des tortues à ses pieds. Et puis l'autre qui est le dessin préféré de Simonet de tout ce qu'il a fait sur Power Rangers, c'était MNT, qui est en noir et blanc. C'est la première fois, il me semble, qu'on faisait un print en noir et blanc. Vous avez kiffé les prints, c'était offert, c'était machin, c'était signé. Tout le monde est reparti avec le sourire aux lèvres. Pas mal de petites interviews à droite à gauche, là machin. Bref, c'était vraiment super. En plus, c'était une sortie en AVP. Donc, et les libraires et vous étiez contents de le découvrir 2 semaines ou à peu près avant tout le monde. Là, le bouquin, ça y est, depuis hier, est dispo partout. Et donc, de quoi ça parle Power Rangers Tortue Ninja. Avez-vous déjà imaginé les Tortues Ninja aux manettes du Megazord? C'est tout. Juste, voilà, vraiment, posez-vous cette question. Est-ce que vous avez déjà imaginé un Megazord avec la tête des Tortues Ninja ou un ranger, ou enfin une ranger ninja ou une ninja ranger, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire du coup, sachant que c'est un crossover assez simple, on va reprendre les codes précis des 2 équipes, donc c'est-à-dire les équipes traditionnelles, particulièrement les Rangers où c'est l'équipe des 3 premières saisons, celle que vous connaissez, Billy, Jason, Tommy, etc. Et l'histoire va justement commencer à New York avec Tommy, où les Rangers, donc les 5 autres bleus, rose, jaune, noir et rouge vont retrouver Tommy, donc le Ranger vert, futur Ranger blanc, aux prises avec les tortues, vont pas trop comprendre ce qui se passe, etc. Et puis très vite derrière, Shredder va rentrer en scène. On va comprendre qu'en fait Rita Repulsa, donc la grande méchante des Rangers, n'est pas loin. Il va direct se produire un espèce de crossover de malade dont je vais pas vous spoiler la teneur parce que c'est vraiment une des pages les plus marquantes du bouquin. Et pour l'anecdote, c'est la seule page du bouquin qui a été faite en traditionnel, donc avec du vrai crayon sur une vraie planche, etc. C'est un mélange de 2 persos qui est juste un fantasme absolu. Et en fait, moi-même, qui suis un peu fâché avec la pop culture en règle générale et sur ces délires un peu Casimir de trentenaires en doudou qui vont se dire « Ah ouais, un Megazord avec les tortues, putain, génial !» Et ben là, en fait, ça le fait vraiment bien. C'est pas une histoire prise de tête, c'est un one-shot, vous avez un début, un milieu, une fin. Vous avez tout ce que vous êtes en droit d'attendre au niveau des galeries de personnages invoqués à droite et à gauche. À mort de scènes d'action, Simonet est un dessinateur exceptionnel et depuis il est devenu encore plus fort, ce qui est absolument dingue puisque c'était déjà vraiment très très beau. Il a une interprétation des tortues assez libre mais que je trouve d'autant plus cool. Là on a croisé Bebop et Rocksteady là. Le clan Foot, Shredder, voilà toute la famille. Vous avez ce genre de page, fantasme absolu avec les Rangers qui se transforment, Mastodon, Pterodactyle, Triceratops, etc. C'est un pur récit. Ce qui est charmé de tourner la vidéo 2 semaines après avoir fait une tournée où le bouquin était disponible en AVP, c'est que j'ai déjà beaucoup de vos retours et vous avez tous kiffé. Vous êtes tous en mode putain, c'est quand la... purée, c'est quand la suite, etc. Et la suite, c'est pas tout de suite parce que aux États-Unis, et j'y reviens juste après, le Covid fait très très mal aux maisons d'édition. Donc ce serait plus en 2022. En tout cas, ne l'attendez pas pour 2021, ce ne sera pas le cas. Pour 2022, on discute des possibilités de est-ce que ce sera prêt, etc. Ce sera peut-être pas avec la même génération de Rangers par ailleurs, peut-être avec une autre version des Tortues, sûrement avec un autre artiste quoi qu'il arrive, puisque Simonet est très 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 occupé pour les années à venir. Je ne vais pas spoiler, mais les gens qui étaient sur la tournée ont entendu parler de pas mal de projets qu'il va faire et qui sont excellents. Certains même seront chez iComics, donc c'est plutôt la bonne nouvelle. Voire à part chez DC et Marvel, beaucoup seront chez iComics. Et voilà, Tortue Ninja Power Ranger, 16,90, hyper efficace. J'espère que vous allez kiffer vraiment. On a tripé comme des petits fous à bosser sur ce bouquin. Vous avez les belles pages de garde et tout. Donc là, pareil, pour admirer un peu le dessin de Simonet. Vous avez les belles couvertures, vous avez du Dan Mora partout, de la galerie de couve à la fin. En veux-tu, en voilà. Parce qu'ils en avaient fait vraiment beaucoup de variantes. Donc là, avec tous les casques. Ils ne sont pas forcément les plus énervés en matière de variant cover, mais là... ils ont vraiment mis les potards à 12 000, comme vous le voyez. Et puis toutes ces couvertures-là, ça c'est du Freddie Williams, non couverture du 1 par... non, Kel New, Alan Quoi. Ok. Mes excuses à Freddie Williams. Et là, vous avez aussi toutes les recherches qui ont été faites par Simonet justement sur le Megazord et tout. Alors, Jean-Victor coupe cette vidéo ou floute la page car ça spoil de fou. Ça, vous pouvez le voir, du coup, les différentes recherches de design au départ et tout. Mais ouais, pour résumer, c'est un bouquin super généreux. Je suis très content de le sortir. J'espère que la série Power Rangers va aussi profiter du coup du succès potentiel et pour l'instant très hypothétique de ce bouquin. Parce que c'est une série de qualité, elle est chez Glénat, du coup elle ne sera pas chez iComics, je vous le dis. Je sais que dans la dernière vidéo, des gens ont compris ça en mode
donné sur un des teasers que je faisais, mais c'était pas du tout ce que je sous-entendais. Donc il n'y aura pas les Power Rangers chez iComics, je peux vous le dire, c'est une certitude, en tout cas pas avant 2025, au plus tôt, j'ai envie de dire même 2030, disons. Et par contre, n'hésitez pas à donner sa chance à la série Power Rangers chez Glénat, parce qu'elle est cool. Aujourd'hui, elle est stoppée, il y a eu une promo il n'y a pas très longtemps, donc sûrement que le tome 1 est encore trouvable à autour de 7 €, je crois, quelque chose comme ça. Et vraiment, elle en vaut la peine. Moi, je l'ai lu en VO, du coup, pour préparer la sortie de ce bouquin. Et tout n'est pas extraordinairement génial, mais ça ressemble quand même, par pas mal d'aspects, à ce que IDW a fait sur les Tortues Ninja, donc la série dont vous avez 11 tomes, qui est un peu plus avec le spin-off, qui sont sortis aujourd'hui. Et franchement, c'est très solide. Enfin, moi, j'ai grandi avec ces Power Rangers-là, avec cette première génération-là. Du coup, j'ai kiffé. Au bout d'un moment, ça part en mode, il y a 40 Rangers rouges et ok, là, je commence à être un peu perdu. Mais c'est loin après et franchement, le début de la série est top. Donc voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. C'est par Boom Studio aussi. Simone Di Meo a fait ses débuts, c'était ses premiers gigs professionnels sur la série Power Rangers. Donc ouais, juste n'hésitez pas. Et puis en attendant, vous avez Power Rangers Tortue Ninja qui est dispo partout, dans les Fnac, dans les machins, dans les trucs. Et chez votre libraire indépendant, évidemment, n'hésitez pas à aller lâcher là-bas. C'est mieux pour tout le monde. Sur ce, vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Il devait y avoir 3 séries au mois de novembre. Il est où mon Tortue Ninja Classics tome 2? Eh bien, il n'est pas là, mais il sera là le 25 novembre. Tout simplement parce que, je ne vais pas vous mentir, on a eu un problème d'impression sur la couverture, un problème de couleur sur les couvertures. Et on était face à un dilemme à base de, est-ce qu'on se presse à le sortir avec ce défaut d'impression, ce qui nous aurait économisé beaucoup d'argent, je ne vais pas vous le cacher, ou est-ce qu'on refait? Et bah on a été sage, on s'est dit bah non, on refait parce que c'est quand même une série à laquelle on tient énormément. Tout le monde a été très compréhensif en interne quand j'ai dit bah il faut quand même les gars, on peut pas, voilà. Du coup il sortira avec des bonnes finitions, dans un écran superbe comme le premier tome, fin novembre. Donc je suis désolé du micro-retard, en même temps vous l'aurez quand même sous le sapin et ça arrive, voilà, il n'y a qu'un mois d'écart et tout. J'espère que vous ne nous en voudrez pas. Je comprends que ce soit énervant et tout ça, mais on n'y peut vraiment rien et c'est pour le coup c'est pour le mieux pour tout le monde, pour nous comme pour vous. Et l'autre décalage qu'on a, lui, est vachement plus embêtant puisqu'on devait sortir en novembre Lock & Key Omnibus, qui avait déjà été décalé en décembre, parce que aux États-Unis ils ne sont pas prêts en fait, et notamment à cause du Covid où en fait le Covid a vraiment bousculé totalement les plannings là-bas. Donc même si nous, ces décalages-là ne sont pas tous liés au Covid de prime abord, en fait ça l'est quand on va chercher les raisons réelles du décalage. Et Lock & Key Omnibus ne sortira pas non plus en décembre, je l'ai appris hier soir et ce matin, en tout cas ça m'a été confirmé ce matin. Et les États-Unis viennent nous annoncer qu'ils le décalent non pas, parce que c'était eux qui avaient prévu de le sortir en novembre puis en décembre, ils le décalent non pas bientôt, mais en juillet 2021. Donc autant vous dire qu'on est un peu emmerdé, on va essayer de trouver des solutions annexes. On a trouvé une manière de sortir du Lock & Key inédit pour se rattraper en début d'année prochaine, enfin en tout cas dans le premier semestre, ça c'est une certitude. Et cet omnibus et le tome 7, et bah, du coup sortiront sûrement au deuxième semestre 2021. Je suis dégoûté pour moult raisons qui sont le fonctionnement interne et le budget iComics 2020, car comme toutes les boîtes, nous sommes soumis à un budget prévisionnel qu'il faut atteindre en fin d'année, et quand on perd coup sur coup le tome 7 et l'omnibus, ça fait très mal, je ne vais pas vous mentir. Bon, évidemment, normalement en 2021, les comics n'ont pas disparu, donc on va se rattraper à ce moment-là, mais il y a aussi le fait qu'on l'avait travaillé avec les libraires, qu'on avait par exemple mis on avait commencé à créer des plans de précommande avec des shops avec qui on voulait travailler depuis longtemps, je pense à Excalibur Comics et à d'autres. Que c'est un coup dur pour tout le monde, pour tous les gens qui l'ont préco, qu'évidemment une sortie juste avant Noël sur un tel bouquin, c'est pas la même chose qu'une sortie en juillet. C'est un bouquin qu'on vend 80 € si je dis pas de bêtises, qui est vendu 110 en VO, donc on est quand même vachement moins cher que la VO, mais ça reste une somme énorme. Pas une somme qu'on sort l'été, en gros, pour un omnibus. Donc on va devoir un peu peser les pour, les contre, mettre tout ça dans une balance, voir ce qu'on fait aussi avec nos espoirs de grosses tournées autour de Lock & Key dans un futur proche. Notamment parce que là le Covid va vraiment nous frapper de plein fouet et que si dans un an du coup la situation n'est pas réglée, on ne pourra pas le faire comme ça. Donc voilà, je suis désolé, j'en souffre à mort de cet enchaînement de mauvaises nouvelles sur Lock & Key, parce que le tome 7 c'était pareil, c'était quand même un truc que j'avais vraiment hâte de faire, encore plus que l'omnibus, parce que malgré sa couverture inédite qui est très jolie, que vous avez déjà vu du coup dans les vidéos et qui sera peut-être là insérée aussi par Jean-Victor, le tome 7 c'est vraiment du pur inédit quoi. Je me rassure en disant que l'année prochaine, vous avez et l'omnibus et tout l'inédit, plus même l'inédit, encore inédit et tout ça. Et vous aurez vraiment tout ce qui existe sur Lock & Key sur la table en 2021, je m'y engage et c'est promis. Sauf s'il nous arrive le même truc qu'aujourd'hui, c'est-à-dire un mois avant la sortie, on apprend qu'en fait le bouquin est décalé de 6 mois, ce qui n'arrive jamais normalement. Et puis vous aurez quand même un petit inédit qui arrive, je vous dis, au premier semestre, histoire d'un peu
calmer votre faim d'inédit sur Lock & Key, que je comprends, parce que ça fait des années qu'il n'y a pas eu d'inédit Lock & Key en français et tout. On se bat pour, c'est vraiment des sujets les plus compliqués pour nous. Là, la situation économique d'AEW, évidemment, n'aide pas en plus du Covid. Et voilà, j'en suis fort désolé. En novembre, en attendant, vous aurez quand même Rick and Morty tome 9 et Tortue Ninja Classic tome 2. Et en décembre, vous aurez Tortue Ninja tome 12, Chasse aux fantômes, pur tome. Vous avez vu la couverture Splinter devant les soldats. Je ne vais pas dire de quoi parce que ce serait un spoiler. Mais coucou, j'ai mon big boss qui est là, il surveille que je raconte pas trop de conneries. Et voilà, c'est la première fois qu'on aura une sortie en décembre. C'est quand même déjà ça. Donc on se fera une petite vidéo en décembre pour évidemment rappeler les bonnes choses. Mais donc après ces deux sorties que sont Invisible Kingdom tome 1 et Tortue Ninja Power Rangers One Shot, on aura donc Rick and Morty tome 9, Tortue Ninja tome 12 et Tortue Ninja Classics tome 2. Et puis après on passe à 2021. Et je vous annonce le programme 2021 en entier tout bientôt sur Twitter. N'hésitez pas à vous poser vos questions, lisez des comics, soutenez vos libraires, rentrez chez vous à 21h, c'est important, aérez 3 fois par jour. Et ne soyez pas plus de 6 dans une même pièce, portez votre masque en famille, respectez les distances de sécurité absolument tout le temps. Et voilà, comme ça on sera tous en bonne santé et on pourra faire venir Joey et Gabriel Rodriguez en 2021, on espère. À bientôt tout le monde, bonne lecture.